Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Oxygène, un numéro consacré aujourd'hui à une question complexe puisque nous allons traiter de l'euthanasie, un sujet complexe qui inflige des questions humaines, humanistes, éthiques et philosophiques. Et pour cela, je vais vous présenter mes invités. Pour commencer, monsieur Emmanuel Hirsch. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'éthique médicale à l'université Paris-Sud et vous êtes également auteur de Mort par sédation aux éditions RS. Également avec nous Thibaut Isabelle. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, vous êtes philosophe, essayiste, et le dernier numéro de Crisis qui porte sur le progrès pose la question du transhumanisme et de la bioéthique. Et puis avec moi évidemment Nicole Delépine que tout le monde connaît, qui est pédiatre, oncologue, jeune retraitée, et dont on peut découvrir les ouvrages quand on le souhaite publiés chez Michalon. Alors pour commencer, comme d'habitude avec Oxygène, on va passer en revue l'actualité de la santé très rapidement. On va commencer aujourd'hui avec le prix Nobel de médecine qui a été décerné au japonais Yoshinori Ohsumi. Alors déjà j'ai réussi à dire son nom, c'est déjà un bon début. Il a travaillé sur les mécanismes de l'autophagie, qui est en fait un mécanisme naturel qui consiste à la dégradation partielle du contenu de la cellule par la cellule elle-même. Donc c'est finalement une forme de nettoyage des déchets qu'elle accumule dans des lysosomes, me semble-t-il, qui fusionnent avec d'autres contenants des enzymes digestives, et donc ça a un effet de détruire ces détritus. La seconde actualité va faire référence à l'émission d'Oxygène que nous avions déjà fait, Nicole, sur la vaccination. Nous avions reçu Serge Rader et maître Emmanuel Ludo, que j'invite les téléspectateurs à revoir évidemment. Alors c'est une nouvelle étude qui a découvert que certains vaccins, au nombre de 5, contenaient du glyphosate. Alors le glyphosate, c'est une des substances qu'on retrouve notamment dans le pesticide de Monsanto, le Roundup. Donc évidemment, on imagine bien que ça pose des questions sanitaires assez importantes. Et pour la dernière actu, on reste évidemment aussi sur les vaccins. Et là, il s'agirait d'une étude du professeur Montanari, qui est spécialisé en fait dans la détection des nanoparticules, pas obligatoirement dans les vaccins, mais là il s'agit effectivement d'une étude sur l'Infanrix et qui effectivement aurait révélé qu'il y avait des nanoparticules d'acier inoxydable, donc de fer, de chrome, de nickel, de manganèse, de silicone et également de titane et de tungstène. Alors ça pose la question de la nécessité de stipuler ou non ces composantes dans la mesure où elles sont en nombre infime dans les substances, dans les sérums, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, pour l'heure, quand c'est en infime quantité, il n'est pas nécessaire de le stipuler sur la boîte, tout simplement, des vaccins, alors que l'on sait aujourd'hui que souvent une quantité infime de ces nanoparticules est parfois plus dangereuse que si elle était sous une forme plus importante. Voilà, alors c'est le moment de passer au dossier du jour. Le dossier du jour donc qui se consacrera à l'euthanasie. Pour cela, j'aimerais introduire 2 informations. Le 17 septembre dernier, en Belgique, pour la première fois, un mineur a été euthanasié. Il avait 15 ans, c'était un jeune flamand, il était en phase terminale. Et il faut rappeler qu'en Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 2002, mais qu'elle a été étendue aux mineurs en 2014. En France, il ne s'agit pas de la même loi, évidemment. En revanche, les décrets d'application de la loi Claes-Leonetti, donc qui était, entre guillemets, une deuxième étape après la première loi Leonetti de 2005, les décrets donc, de la nouvelle loi ont été promulgués le 3 août 2016, le décret d'une loi, il faut le rappeler, Nicole, je crois, qui a été votée à main levée dans une assemblée qui n'était pas forcément très pleine. Comme c'est de plus en plus souvent à l'Assemblée. Le cas à l'Assemblée, oui, pour la loi santé. Alors pour commencer, dans ce dossier, pour s'intéresser à l'euthanasie, je pense qu'il serait judicieux de s'intéresser à ce que signifie le mot euthanasie, peut-être en revenant tout simplement à l'étymologie grecque, euthanatos, donc la bonne mort. Je crois que c'est une question que vous posez dans votre ouvrage, monsieur Hirsch. Qu'est-ce que la bonne mort? Bon pour qui? La question, d'abord, merci de m'avoir sollicité pour participer à votre émission. C'est pas de bonne mort que les personnes malades ont envie, c'est de bonne vie jusqu'au terme de leur existence. Et donc la question de l'euthanasie est pour moi une question secondaire. D'abord qui relève beaucoup plus de la relation intime entre une personne malade, l'équipe qu'il soigne, sa famille, que de la loi. Donc on peut s'interroger, est-ce qu'il était nécessaire de légiférer au Benelux avec les dérives que l'on constate, c'est-à-dire l'extension de la loi à d'autres situations que celles qui avaient été initialement identifiées. En France, depuis le 2 février 2016, on a une nouvelle loi
qui ne parle pas encore d'euthanasie. C'est la prochaine loi qui parlera d'euthanasie. Elle parle de sédation profonde et continue. Vous dites la prochaine loi parce que vous savez que c'est dans les tuyaux, entre guillemets ? Dans la mesure où ça a été annoncé au moment où on nous a annoncé cette loi, donc qui succède effectivement à la loi d'avril 2005, qui était la loi Leonetti. On a une loi intermédiaire, transitoire. Il était assez provocateur aujourd'hui d'avoir une loi sur l'euthanasie après le mariage sur tous. On voulait éviter des polémiques. Donc on est dans la dynamique d'une nouvelle loi avec une sédation profonde et continue, c'est-à-dire à la demande de la personne, puisque c'est reconnaître l'autonomie d'une personne à décider de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas. C'était déjà dans la loi Kouchner en 2002. Donc on ne parle pas encore d'euthanasie, on parle d'une pratique, on en discutera j'imagine dans l'émission, qui est la sédation profonde et continue, c'est-à-dire comment on endort la personne, comment on abolit sa conscience pour que quelques heures ou quelques jours plus tard, elle puisse décéder dans des conditions considérées comme les plus justes, les plus appréciables, les plus remarquables, notamment pour éviter toute souffrance. Donc je termine cette première réaction pour dire c'est pas l'euthanasie, encore une fois, qui est véritablement la question de fond. Dans la loi Leonetti de 2005, c'était l'obstination déraisonnable, l'acharnement thérapeutique, la lutte contre la douleur, y compris d'ailleurs dans la loi Leonetti, quand lutter contre la douleur ou la souffrance conduit à abréger l'existence. Donc on était déjà dans une loi très ambitieuse en 2005. Uniquement, elle a eu des difficultés à être implémentée dans le soin. La vraie question, c'est qu'on a idéologisé le débat lorsque François Hollande, lorsqu'il était en campagne électorale, a voulu absolument qu'on reprenne la question de l'assistance médicale en fin de vie. Et l'assistance médicale en fin de vie, ça peut être les soins palliatifs, et ça peut être effectivement l'assistance médicale pour mourir, disons, dans la dignité, et qu'est l'euthanasie. Donc c'est un débat qui est intéressant d'être mené, et qui est un débat aussi, et je termine sur un point pour moi important, je n'ai aucune position personnelle par rapport à ces débats. Je ne sais pas si demain, pour moi ou un proche, j'étais confronté à une situation de douleur rebelle à tout traitement ou de souffrance morale, je ne sais pas quelle sera ma position. Uniquement en termes de démocratie, j'imagine que la personne vulnérable, dans les situations de maladie, attend de la société autre chose qu'une loi sur l'euthanasie. Elle attend une sollicitude, une solidarité, accès aux soins les plus justes, les meilleurs, oui, une assistance, comment mourir en société, quelles sont les valeurs qui sont mobilisées. Et pour moi, c'est un scandale aujourd'hui que de penser à une loi qui, pour toute réponse à la question d'une personne en souffrance morale qui attend de la solidarité, a finalement comme réponse une réponse surmédicalisée. D'ailleurs, on médicalise la vie jusqu'à son terme. Pour moi, c'est véritablement pas l'approche qui convient. Alors justement, c'est intéressant parce que le sous-titre de votre ouvrage, c'est finalement un parallèle entre l'euthanasie et une nouvelle éthique du bien mourir. On a l'impression qu'aujourd'hui, la seule chose, comme vous venez de le dire d'ailleurs, la seule chose que propose la société et la médecine, entre guillemets, ça serait finalement mettre un terme à la vie pour arrêter de souffrir. Alors je serais intéressé à ce que vos autres interlocuteurs puissent intervenir, mais juste sur ce point. On nous a parlé pendant des mois et des mois, puisque François Hollande a souhaité le 17 juillet 2012, il venait à peine d'arriver aux affaires, et l'urgence absolue était d'évoluer dans la loi Leonetti, comme s'il n'y avait pas d'autres urgences, et on voit aussi à quel point la société a vraiment cette problématique comme problématique importante. Et donc, on nous a parlé du mal mourir, voilà. C'est-à-dire en élément de langage, tout le monde disait on meurt mal en France, on meurt mal dans les institutions, même à le domicile, il faut bien mourir. Moi je dis, bien mourir, c'est très personnel, c'est ces conceptions qu'on a du bien vivre. C'est philosophique finalement. C'est très philosophique et très intime. Bon, la société veut maintenant intervenir, puisqu'on médicalise absolument toutes ces questions, dans le bien mourir, avec une certaine forme d'idéalisation. Et vous avez des personnalités qui m'ont d'ailleurs beaucoup déçu dans ce débat, comme Jean Leonetti. Vous savez, la grande vision du bien mourir, c'est mourir endormi. Quelle autre personne qui souhaiterait ne pas mourir endormi? Et donc la sédation profonde et continue, c'est vous mourrez dans votre sommeil, on va vous créer un sommeil artificiel et vous allez mourir. Pour moi, c'est quelque chose d'assez stupéfiant et en tous les cas qui heurte mes valeurs personnelles. Je pense que nos responsabilités vis-à-vis d'une personne dans la maladie, et la maladie qui se chronicise aujourd'hui, c'est-à-dire nous, on est spécialisé par exemple pour les maladies neuro-évolutives. Une maladie d'Alzheimer, ça peut être 12-15 ans. Un cancer aujourd'hui, ça peut être du long cours, avec des épisodes où on se porte très très bien. Donc on est dans la chronicité. La fin de vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est tous en fin de vie si on veut. Donc voilà, il y a tout un ensemble de questions de fond qui ne sont pas posées. Et la fin de vie d'une personne, pour moi, m'intéresse du point de vue de la vie à vivre jusqu'au bout. Je l'ai dit déjà initialement. Donc je ne pense pas que la réponse adaptée soit de se préoccuper du moment ultime pour quelques situations un peu exceptionnelles. On a voulu faire une loi et on voit que dans le contexte de ce débat, il y a eu l'affaire de M. Vincent Lambert,
Lambert, qui a beaucoup plombé le débat en disant est-ce qu'on aurait envie d'être état végétatif persistant. Voilà, donc je résume la situation, j'écoute maintenant nos autres interlocuteurs pour dire je suis un démocrate, pour moi une loi sur l'euthanasie ou une loi même intermédiaire avec la sédation profonde et continue est pour moi en tous les cas contradictoire avec les valeurs d'éthique, les valeurs du soin, et j'attends autre chose du médecin qu'il me porte la dernière estocade, quoi. Alors Nicole, si vous permettez, j'aimerais bien que vous reveniez sur le concept de sédation profonde, parce que Monsieur Hirsch vient d'en parler, mais finalement on a l'impression quand même que c'est un délicat euphémisme, cette sédation profonde, puisqu'elle conduit finalement à la mort. Donc c'est vrai que ça fait tout à fait appel à cet imaginaire et à cette utopie de mourir endormi finalement. Absolument. Je vais dire en préalable que je partage, je crois, à 100% tout ce que vous venez de dire, c'est important et il y a plein de sujets qu'on aurait pu développer, mais c'est évident. Moi je partage également, je veux dire aussi en début d'émission, j'ai pas d'opposition ni religieuse, ni philosophique, ni quoi que ce soit. Je crois pour moi l'euthanasie c'est vraiment une relation médecin-malade dans l'intimité du cabinet, si j'ose dire, enfin, ou de la chambre d'hôpital. Et moi, je me souviens, je sais pas, dans les années 83-84, on était encore à la vieille hôpital Hérolde, et il y avait une jeune fille qui était effectivement en fin de vie vraiment, mais dans les grosses difficultés respiratoires, dans les cas où, bon, à la limite, on peut admettre une sédation parce qu'elle avait beaucoup de mal à respirer, encore qu'elle n'avait rien demandé en fait. Et ses parents avaient voulu voir à l'époque Léon Schwarzenberg, qui était un des patrons qui avait essayé de décriminaliser, si je veux dire, l'euthanasie. Et il était venu l'aider. Et je me souviens, il m'avait dit, Nicole, il y a une chose fondamentale, alors que c'est lui quand même qui en parlait dans les télés, dans les journaux, etc. Il y a une chose fondamentale qu'il faudra toujours te rappeler, effectivement on n'était pas tout à fait la même génération, c'était jamais légiférer là-dessus. Si moi je fais tant de bruit avec l'euthanasie, c'est pour que s'il y a un médecin qui, dans un fin fond d'une campagne, aide un de ses malades à mourir, il ne soit pas condamné, même s'il est jugé, parce qu'on a fait un acte, l'acte de tuer est un acte. L'euthanasie, c'est l'acte de tuer tout de même. Je veux dire, c'est invraisemblable qu'on l'oublie dans beaucoup de conversations comme ça, un peu légères à la télévision, sur les réseaux sociaux. C'est un acte lourd qu'un médecin, dans sa relation privilégiée médecin-malade, dans son colloque singulier, peut être éventuellement amené à le faire et à en répondre, mais surtout ne jamais légiférer là-dessus. Bon, Léon Schwarzenberg n'est plus là, mais je veux dire, ça m'avait semblé tout à fait intéressant et tout à fait, enfin, plus qu'intéressant, profond. Ça m'avait beaucoup marqué, d'autant que ce décès de cette jeune fille était quand même un des premiers que je vivais en cancérologie. Elle était particulièrement lourde aussi, je la vois comme toujours avec son chapeau. Bon, je saurais vous la décrire. Voilà, c'était très lourd et je pense aussi, enfin, juste une parenthèse parce qu'on ne peut pas parler de tout là, mais le poids porté par sa famille qui décide ça après est incommensurable. On en parlera de ça un petit peu plus tard. Bon, c'est bien parce que c'est vraiment très très important. Alors pour en revenir à la sédation prolongée, bah là cette jeune fille, effectivement, si on suit la loi dont le décret est passé quand même très rapidement, c'est quand même très étonnant que les décrets là, passent très très vite sur des lois aussi peu discutées. Et aussi graves. Au sens si grave au sens de la vie. Moi, il me semble que c'est vraiment le genre de choses qui aurait dû de donner lieu à des débats, je sais pas, partout, quoi, dans tous les petits villages, dans toutes les villes, enfin, pour que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière et toutes les implications et familiales et médicales. On en parlera aussi, le regard du malade maintenant qui regarde son médecin en sachant pas s'il va l'endormir. Alors, sédation profonde et définitive, ça me paraît d'abord d'une hypocrisie absolue. Et on appelle ça sédation euthanasique, sédation thermique. Il y a tout un ensemble de concepts. Enfin, de toute façon, c'est une euthanasie déguisée, puisque à partir du moment où on ne vous laisse pas le droit de vous réveiller. Alors, donc c'est ça, la sédation. La sédation, on vous endort de façon définitive et on ne vous réveille pas. Est-ce qu'avec une sédation profonde, il y a un processus réversible ? Est-ce qu'on peut décider après de réveiller ? Avant, c'était la notion de sédation, c'est-à-dire dans la loi qu'on a évoquée, la loi du 22 avril 2005, la loi Leonetti, on parle de sédation proportionnée, réversible. Donc vous maintenez une relation à la personne. Parce que la fin de vie, finalement, c'est tout l'objectif des soins palliatifs, c'est permettre de maintenir une relation jusqu'au bout. Et donc la sédation n'était pas profonde et continue, elle était proportionnée. On évitait que la personne ne souffre, mais elle pouvait dire à la personne, moi j'aimerais quand ma famille est là, pouvoir discuter avec elle, etc. Voilà. Là on passe dans un autre domaine, c'est comme un coma profond d'une certaine manière, c'est-à-dire la personne, on abolit
toute sa conscience et d'une manière irrévocable. On n'attend plus, et d'ailleurs ça pose même un problème. Mais du coup, est-ce que ça endommage le système cérébral, le système... Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie du cerveau. Enfin, en plus, on ne sait pas, on suppose, c'est-à-dire personne n'est revenu, enfin, on ne va pas rentrer dans la dimension technique, mais c'était important de dire, tout le monde peut demander aujourd'hui à bénéficier d'une sédation qui apaise aussi bien les douleurs que les souffrances morales. Une sédation qui est temporaire, qui est réversible. Là, on est dans autre chose, c'est-à-dire on décide d'abolir la conscience de la personne qui ne se réveillera plus, qu'on ne traitera plus, puisqu'on arrête alimentation, hydratation, et on est dans l'attente du moment de sa mort, bien sûr, qui arrivera relativement rapidement. Donc voilà, et c'est toute l'ambiguïté qu'il y a sur la notion d'intention. C'est-à-dire, est-ce que l'intention, c'est d'apaiser la souffrance ou d'achever l'existence? Et donc là, on est dans quelque chose qu'il faudrait définir, expliquer. Mais là, maintenant, la notion d'intentionnalité qui était importante dans la loi Leonetti n'existe plus. Donc, c'est la demande de la personne, dans des cas qu'on pourrait expliquer, mais c'est plus technique. Mais ou d'autres personnes autour. Moi, j'aimerais qu'on revienne... Il faut quand même, excusez-moi, juste avant la sédation profonde, le malade ne peut pas en revenir, même si... Après tout, on dit qu'il n'est pas conscient, mais comme on dit, puisque de toute façon, on ne le laisse pas en revenir, personne n'est là pour vous dire s'il a une conscience. Et je voudrais juste dire, avant de vous laisser la parole, qu'on a connu quand même beaucoup de gens qui ont été dans des comas profonds, y compris en arrêt respiratoire, en arrêt cardio-respiratoire, massé 45 minutes, et qui vous racontent quand même un certain nombre de choses qu'ils ont vécues au bloc, et qui ont donc des souvenirs. Alors je dis pas que c'est forcément un souvenir tout à fait exact, c'est souvent un peu transformé, ils ont vécu ça un peu comme au cinéma ou ailleurs, mais dire que, je trouve qu'affirmer qu'un patient qui est en sédation profonde, qu'on laisse mourir donc clairement, et auquel on ne donne pas sa chance de se réveiller spontanément puisqu'on l'assomme, dire qu'il n'a aucune sensation. Je pense que M. Leonetti, vous avez cité, est bien optimiste, parce que, indépendamment des problématiques que ça pose, il est bien optimiste. Je ne sais pas, moi, je suppose même, franchement, je suppose à cause de tous les témoignages que j'ai pu avoir et que d'autres aussi, et il y a plein de livres là-dessus en plus. Moi, j'aimerais revenir sur le concept, si vous me permettez, d'acte de tuer que vous avez dit, Nicole, par rapport à l'euthanasie, parce que je pense qu'il y a peut-être une différence à faire entre une injection létale, par exemple, ou l'arrêt d'une machine qui maintient en vie un patient, qui d'ailleurs est posé peut-être par le progrès médical et qui pose peut-être de nouvelles questions. Alors justement... Finalement, oui, encore une fois, avec ce progrès médical, on voit qu'on arrive à maintenir la vie artificiellement d'une certaine manière. Et est-ce qu'on peut considérer que l'arrêt de ces machines qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années est également un processus euthanasique? Alors d'abord, il faut quand même dire assez clairement, moi je vais plutôt défendre le point de vue de l'euthanasie, entre guillemets, aujourd'hui, dans le sens où j'estime que il s'agit d'une liberté. Nous vivons dans des sociétés démocratiques. La question que nous devons poser n'est pas seulement est-ce que c'est bien ou mal de choisir l'euthanasie. La question que nous devons poser, c'est est-ce que l'individu, dans une société démocratique, a le droit de choisir la façon dont il souhaite mourir. Il est clair que la loi française, telle qu'elle évolue maintenant, reste assez hybride et presque hypocrite. Sur ce plan, je suis en fait tout à fait d'accord avec vous. Elle ne fait qu'avaliser la situation hybride et hypocrite telle qu'elle existait avant, parce qu'au fond, la sédation profonde et continue a essentiellement pour but de tuer, d'euthanasier, sans le dire, les patients. Donc très clairement, on va aboutir d'ici quelques mois ou quelques années à des lois qui iront plus loin. On nous acclimate en douceur au fait d'accepter l'euthanasie. Ça, c'est un fait. On peut être pour, on peut être contre, mais en effet, cette loi joue un rôle assez rhétorique en quelque sorte. Donc vous avez raison, la question à poser en fait, c'est celle de la mort, et même, pourquoi ne pas le dire, du meurtre. L'euthanasie est un euphémisme. La bonne mort, c'est tout de même une mort. Par un acte d'euthanasie, on donne la mort à quelqu'un. C'est donc quelque chose de très grave. Il va de soi que nul n'a l'intention de considérer que le meurtre est une bonne chose. Le meurtre est très souvent un acte criminel. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que le meurtre n'est pas toujours un acte criminel. Et je crois que presque tout le monde est prêt à le considérer. La société française n'est pas exclusivement composée de pacifistes qui estiment que la guerre est totalement injustifiable, qu'on n'a pas le droit de faire la guerre parce que cela revient à tuer des gens. Faire la guerre, ça revient à tuer des gens. Pour autant, la plupart des Français considéreront qu'il y a des moments où la guerre est juste, ne serait-ce que pour se défendre. Dans ce cas, on considère que le meurtre est une chose légitime. Donc il y a des moments
où on considère la mort, le fait de donner la mort, comme un acte légitime. J'irais jusqu'à dire que la mort en elle-même est bien sûr souvent une mauvaise chose, nous ne souhaitons pas mourir, mais elle est parfois une bonne chose. La mort fait partie de la vie. La mort est mauvaise lorsqu'elle vient à un mauvais moment, lorsqu'elle est inopportune, elle est mauvaise lorsqu'elle est assénée avec des intentions malveillantes. Mais la mort peut aussi être assénée avec des intentions bienveillantes. Et la question qui se pose derrière celle de l'euthanasie, en réalité, moi je crois que c'est celle du suicide. Parce que le problème qui se pose n'est pas seulement de savoir si l'on doit mourir dans la souffrance ou hors de la souffrance. Bien sûr, le fait de ne pas vouloir souffrir peut être un motif de vouloir perdre la vie. Mais on peut vouloir perdre la vie pour d'autres raisons que l'absence de souffrance. Les martyrs chrétiens, dans l'Antiquité, ont accepté de donner leur vie. Il y a des morts qui ont une dignité. Et je pense que nous devons nous poser la question de la dignité, plus encore que celle de la souffrance. Cette question de la dignité est fondamentale, et elle relève aussi de choix qui ne sont pas seulement individuels, mais qui impliquent l'individu. Nous vivons dans des sociétés démocratiques, nous pouvons avoir un point de vue sur l'euthanasie. À titre personnel, nous pouvons vouloir prolonger la vie aussi longtemps que possible. Mais nous devons comprendre que certains individus, certaines communautés, souhaitent mourir d'une autre façon, parce que leur conception de la dignité implique de mourir d'une manière qui soit conforme à l'image qu'elles souhaitent donner à leur mort. Ce que vous dites, je me permets de dire, est d'une justesse à ne pas discuter. Quand on regarde le combat pour la mort dans la dignité, il apparaît dans les années 70 avec la réanimation médicale, c'est-à-dire avec le sentiment que certains excès des pratiques médicales remettent en cause une idée qu'on pouvait se faire de la dignité. Et tous les pères fondateurs de l'association pour le droit de mourir dans la dignité sont des gens qui portent des valeurs extrêmement fortes, qui ont été d'ailleurs pour la loi Veil des soutiens importants. Donc je ne remets pas en cause cette philosophie à la fois personnelle et cette conception de la société en termes de dignité. Uniquement la vraie question, c'est la sollicitation du tiers qu'est le médecin. Entre le suicide... Je suis tout à fait d'accord. Non mais c'est ça la vraie question. Tout à fait. Entre le suicide assisté, il y a des pratiques, encore une fois, laisser la personne à sa solitude dans le suicide, c'est aussi quelque chose qui peut interroger. Mais c'est la médicalisation qui pose une question et une législation qui, d'une certaine manière, légitime l'acte. Vous aviez un avis du Comité consultatif national d'éthique en janvier 2000, qui est l'avis 63, arrêt de vie, fin de vie, euthanasie, où on parlait de l'exception. Moi, je vais dans le sens de ce que dit Nicole Delépine, qui est l'expertise par rapport à nous du médecin, qui a été confronté non pas à des discussions, mais à des réalités humaines, où des gens disaient « Docteur, il faut qu'on arrête tout, c'est indigne, bon, vous ne pouvez pas nous laisser à l'abandon, etc. » Ça ne peut pas se poursuivre. Moi, ce que je considère, c'est que le médecin, dans son intime conviction, dans le cadre d'une relation qui se construit aussi dans le temps, c'est pas uniquement un événement d'actualité, on sait jusqu'où une personne peut aller, et précisément parce qu'on lui donnera la possibilité de dire « Le jour où je ne pourrai plus, on vous aidera à ne pas aller trop loin », ça incite quelquefois des personnes à aller effectivement plus loin qu'elles n'auraient pensé au départ. D'où la difficulté de tout ce qui est directive anticipée. Donc moi je ne suis pas pour mettre la question sous le sable et de dire c'est pas une question qui se pose. La vraie question c'est, fallait-il légiférer pour des cas singuliers? La relation de soins et la valeur de la relation de soins, ce qui se construit dans l'intime d'une relation, n'est-ce pas plus important que de recourir au droit à mourir selon un modèle qui va être aussi imposé à des personnes, puisque demain, et c'est ce que j'essaie de développer dans mon ouvrage, c'est que ça sera le modèle du bien mourir, c'est-à-dire vous mourrez sans souffrance. La question de la souffrance est une question aussi très importante, entre la douleur, le droit de ne pas souffrir physiquement, et la souffrance psychologique, toutes les souffrances qu'éprouvent les personnes face à effectivement leur finitude, face au fait de se séparer des autres, on arrive à le comprendre. Est-ce que la réponse est une réponse en termes de sédation, ou est-ce que c'est une réponse en termes de sollicitude, de solidarité? Il y a aussi, et je termine là-dessus, on pourrait aller très loin, la souffrance aussi pour les proches. Face à une personne qui demande finalement la sédation profonde et continue, la souffrance pour les professionnels, comment on accompagne cette demande, est-ce que c'est pas aussi le sentiment d'un échec par rapport aux valeurs du soin? Et il y a aussi, et je termine là-dessus, tout ce qui s'est développé à travers l'approche palliative. Et moi je ne suis pas pour donner aux soins palliatifs un statut d'excellence qu'ils n'ont certainement pas. Mais il y avait une démarche soignante. Et je pense que c'est la moins bonne des réponses que celle qui a été trouvée dans une loi, qui est une loi qui d'une certaine manière exalte l'autonomie de la personne. Je n'ai jamais rencontré une personne malade qui est autonome, pour autant qu'on soit autonome. La notion, la mystification de l'autonomie. C'est tout à fait vrai. Donc quand on dit à une personne, est-ce que vous avez vraiment décidé qu'on arrête tout, etc., qu'est-ce que signifie cette décision?
Quelle est la réponse qu'on doit apporter à ces situations? Et je ne dis pas que je suis pour l'obstination déraisonnable. Pour moi, c'est une affaire qui est dépassée. La vraie question, et Nicole Delpine, elle l'a souvent bien posée, c'est quand on décide d'un traitement, est-ce que c'est justifié, pas justifié? Jusqu'où on va dans une chimiothérapie? Jusqu'où on va dans une radiothérapie? Comment on en parle avec la personne? C'est toute la dureté, la beauté aussi du métier de soignant que de pouvoir aborder ces questions. Voilà. Tout ça pour dire que je partage votre point de vue. Moi, je ne suis pas contre le fait de mourir de la dignité. Je ne suis pas contre l'exception d'euthanasie. Mais dès lors qu'il y a transgression, cette transgression doit être prononcée, et comme on l'avait proposé dans l'avis du CCNE, il doit y avoir ensuite la justice qui se prononce a posteriori pour dire est-ce qu'on était dans les clous ou pas. Sinon on arrive à des dérives, et dans la société française on a eu quand même pas mal de dérives de médecins qui forcent, à faute de ne pas avoir de bornage, de repères, ne savent plus où ils se situent par rapport à une personne très âgée, très dépendante. Est-ce que c'est le sens ou pas du soin que d'aller plus loin ou pas loin? Vous voyez, c'est tous ces éléments d'équivoque qui sont derrière. Alors, je voudrais la question par rapport au suicide. Je veux dire, il me semble qu'on est quand même dans une société qui n'interdit pas le suicide. Ah, la question est complexe. Et un, elle n'interdit pas le suicide. Et le suicide est dépénalisé, mais il est encore illégal. Ah bah, objectivement, en France, vous n'êtes pas poursuivi pénalement si vous survivez à une tentative de suicide, mais par contre, vous n'avez pas le droit de vous suicider en tant que tel, ce qui d'ailleurs donne le droit aux autorités médico-légales de vous réanimer si, de manière tout à fait autonome, vous avez décidé de mettre fin à vos jours. Les gens qui se suicident, ils ne rentrent pas dans ces subtilités. Certes, mais il y a un cadre législatif. Oui, mais je suis d'accord. Mais enfin, en tout cas, ils peuvent toujours le faire. Difficilement à l'hôpital. C'est une question qui se pose. On peut se suicider tant qu'on est chez soi, mais une fois à l'hôpital, on est placé entre les mains d'une institution. Ils passent souvent par les fenêtres à l'hôpital quand ils ont envie quand même. Je pense que c'est continuez vos raisonnements, mais ça c'est une vision des choses un petit peu simpliste. Allez dans les hôpitaux, allez dans des services de cancérologie, voyez les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, la question du suicide, elle est beaucoup plus présente que vous ne le pensez, et même à l'hôpital. Il peut être difficile, très honnêtement, pour un patient en fin de vie à l'hôpital. Soyez assurés que j'ai vécu ces expériences par mon environnement familial jusqu'à ces derniers mois, donc j'ai parfaitement conscience des enjeux du problème. Simplement, lorsqu'un malade, et en général au moment où le malade souhaite en finir avec la vie, il faut avoir le courage de reconnaître aussi qu'il n'est plus en état de le faire. Parce que le moment où on a envie d'en finir, la plupart du temps, c'est le moment où on ne peut plus en finir par soi-même. C'est pour cette raison que la question de l'euthanasie se pose. Pour moi, le véritable enjeu de l'euthanasie n'est pas celui de la souffrance, même si c'est un aspect du problème, mais il y a les soins palliatifs qui sont là pour ça en théorie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le suicide est pour moi le vrai noyau philosophique du problème. Parce que la question est de savoir comment est-ce qu'on autorise, si on souhaite le faire, moi je pense qu'il faut le faire, des gens qui veulent se suicider à le faire dans un contexte institutionnel où cela devient très souvent difficile, voire impossible. Et je suis d'accord sur une chose, je tiens absolument à le dire, par rapport, il y a l'autonomie du patient, mais il y a aussi l'autonomie du médecin, et ça j'y crois beaucoup. Moi j'estime que le patient a le droit de mettre fin à ses jours s'il le souhaite, même s'il n'en a plus la capacité. Mais je pense aussi qu'un médecin a le droit de ne pas tuer quelqu'un s'il considère que c'est contraire à ses principes. Et la législation belge prévoit ces cas-là. Je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel. On ne peut pas imposer à un homme d'en tuer un autre s'il estime que c'est contraire à ses convictions. Surtout s'il a fait médecine. Enfin, on peut justement poser la question différemment, à savoir, est-ce qu'un médecin, justement, a pour fonction de donner la mort à quelqu'un? Est-ce qu'un médecin n'est pas finalement toujours là pour essayer de soigner ses patients? Est-ce que cela fait partie de son rôle? Est-ce que c'est compatible avec le serment d'Hippocrate de donner la mort? Oui, mais là, c'est un débat qu'on pourra avoir, parce que précisément, dans les débats sur la loi du 2 février, on a refusé la clause de conscience aux médecins en disant que la bonne pratique sera, lorsqu'il y aura une demande... C'est un problème. Non, mais c'est un problème. À mon avis, je me permets juste de détourner un tout petit peu le propos par rapport à ce que vous dites. L'obsession de la personne malade, son obsession, c'est pas la mort. C'est d'abord la vie. C'est un point à prendre en considération. Je ne suis pas d'accord. Ça dépend. Attendez. Ça dépend. Que vous ne soyez pas d'accord, c'est votre point de vue. Laissez-moi au moins m'exprimer jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. L'obsession de la personne malade, c'est de vivre dignement la maladie. Et quand fait éruption la demande d'euthanasie, ça interroge souvent le contexte dans lequel on se trouve, la fragilité du contexte, le sentiment aussi de peser sur son environnement, sur ses proches, le fait aussi de ne pas avoir de réponse soignante, adaptée, appropriée. Donc il y a tout un ensemble de présupposés qu'il ne faut pas mettre sous la table.
Et quand vous discutez vraiment avec les gens qui sont sur le terrain, ils ne sont pas dans ce studio, c'est-à-dire les gens qui sont au quotidien confrontés à cette réalité, la demande d'euthanasie est extrêmement limitée, contrairement à ce qu'on pense. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de réelle demande d'euthanasie, il y a même des gens qui, d'un point de vue philosophique, en font une valeur suprême en termes de maîtriser jusqu'aux conditions de sa mort. Ouais. Quand on réfléchit sur maîtriser sa mort en se donnant la mort, on peut même s'interroger sur ce que signifie la liberté de se donner la mort, mais c'est un aspect plus philosophique. Ah oui. Moi, j'arrive à tout recevoir, à tout comprendre. Mais sur le terrain, quand vous êtes auprès de personnes lourdement handicapées ou très malades, c'est pas leur urgence que de savoir comment elles vont mourir. C'est une question ensuite qui peut se poser à un moment donné, notamment dans la décision de jusqu'où on va. Tout à l'heure, on a évoqué la réanimation. Effectivement, est-ce qu'on va trop loin dans une réanimation avec les conséquences que ça peut avoir? Et au niveau maintenant de l'idée que les gens, dans un contexte qui finalement est un contexte laïque, où les représentations religieuses sont moins présentes, on est dans une société sécularisée. La notion essentielle pour beaucoup de personnes, c'est la qualité de vie. C'est pas la dignité de vie uniquement, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire, si j'ai tel traitement, est-ce que je serais mutilé dans ma capacité d'avoir des relations, de bouger, d'avoir une vie intellectuelle? Et ça, c'est la question beaucoup plus essentielle. Et nous, qui sommes l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurologiques dégénératives, on aborde au quotidien avec les professionnels la question quand une personne est amputée de sa capacité de penser, de son histoire. Est-ce que sa vie est encore digne d'être vécue? Voilà des questions que les gens se posent d'une manière anticipatrice. J'ai la maladie d'Alzheimer, demain je ne serai plus en capacité de reconnaître le... Voilà des questions précises, mais je ne les aborde pas du point de vue de la mort dans la dignité. Je les aborde d'abord du point de vue de nos responsabilités sociales vis-à-vis de ces personnes. Si demain on vous dit vous serez au fin fond d'un établissement indifférent à votre cause, effectivement vous demanderez l'euthanasie. Si demain on vous dit vous avez une société solidaire qui vous accompagnera jusqu'au bout, vous pourrez décider si philosophiquement vous souhaitez ou pas aller plus loin. Encore une fois, et je termine sur un point pour dire, c'est très facile d'en discuter dans un studio comme ça, quand les professionnels, les familles, les personnes malades sont confrontées à l'imminence d'une décision à prendre, c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a pas de bonne réponse, et je ne suis pas certain que le législateur ait apporté les réponses qui conviennent à un sujet complexe. Thibaut Isabelle ? Oui, d'abord, je tiens à dire que nous sommes tous aptes à parler de ces choses parce que nous sommes tous concernés par la mort. À titre personnel, je le dis dans ce cas, mon père est mort d'une maladie extrêmement douloureuse il y a quelques mois. Il a été euthanasié. Ce sont des situations que nous pouvons tous être amenés à rencontrer. Voilà, je pense que nous sommes tous aptes à en parler. Je suis d'accord sur une chose que vous avez dite qui est importante. Les médecins ont en priorité de s'assurer de la qualité de vie des patients. La qualité, pas la quantité. La qualité de la vie, ça implique aussi la qualité de la mort, parce que les deux sont liés. Vous dites, et vous avez peut-être raison, la plupart des gens, c'est difficile à évaluer statistiquement. C'est une chose que vous dites, mais après tout, vous avez peut-être raison, pourquoi pas, la plupart des gens souhaitent avant tout vivre le plus longtemps possible et le mieux possible. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Longtemps, j'ai pas dit. Alors, moi, je voudrais quand même par rapport à cette question. Non, mais juste par rapport à ce point-là, pour aller dans le sens de M. Hirsch, par exemple, Lucien Israël avait écrit un des jolis livres, le professeur Lucien Israël, qui est un des premiers, je dis pour les téléspectateurs, à traiter les cancers du poumon, quand même, dans les années 80, avait écrit un très joli livre, La vie jusqu'au bout, et dans lequel il expliquait ce qu'il nous enseignait directement, que en fait, dans sa pratique, alors qu'il traitait des cancers du poumon gravissimes, à difficulté à respirer, hein, c'est pour le cas qu'ils avaient du mal à respirer, ce patron disait qu'il avait vu maximum dans sa vie de médecin au lit du patient à Vicenne, peut-être 2 patients qui souhaitaient vraiment l'euthanasie. Lesquels souhaitent l'euthanasie maintenant, et vous l'avez parfaitement dit, et puis il faut le redévelopper, ce sont ceux qui se sentent de trop, parce qu'il n'y a pas d'infirmière, parce qu'on leur dit pas 3 fois bonjour, parce qu'on les gave, on n'a qu'à voir les jolies petites vidéos des infirmières qui disent je peux plus m'occuper, enfin des aides-soignants, je peux plus m'occuper de mes patients, on me dit que j'en ai 20 pour la matinée, comment je vais faire pour les nourrir? Ah bah tu les gaves, de toute façon ça se mélange à l'intérieur, voilà, on les change pas parce qu'il n'y a pas assez de couches, enfin voilà, donc il y a un moment vous vous sentez trop, effectivement, vous voulez partir, mais c'est pas parce que c'est à la vie, c'est exactement la fin. C'est la situation dans les hôpitaux qui parfois peut conduire les gens à décider de l'euthanasie, mais pas uniquement leur souffrance et leur maladie. Vous l'avez souligné aussi, mais je voudrais remettre une couche, c'est qu'ils sont en état de faiblesse et on arrive à leur faire croire
leur suggérer que ce serait aussi bien qu'ils débarrassent le plancher. Moi, je vais dans votre sens, parce que le livre de Noël Châtelet, La dernière leçon, est intéressant de ce point de vue-là. Quand sa mère va se donner la mort, donc veut anticiper le moment où elle ne serait plus en capacité de le faire, où elle aurait le sentiment que sa dignité est en cause. Moi, j'admets totalement ce qu'on appellerait d'un point de vue classique le suicide philosophique. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est les normes aujourd'hui. On est dans un domaine aujourd'hui, dans la manière de santé, où l'accès aux soins est difficile. Oui. La personne en situation de vulnérabilité, de précarité qui est seule, n'aura pas le même environnement pour avoir envie de lutter, etc. Bon. Et c'est dans cette approche très phénoménologique, très concrète, que je pose la question. Autant je reconnais, au niveau de la dignité humaine, de nos représentations du monde, une personne qui dit même, et c'est demandé aujourd'hui en Belgique, c'est quasiment pratiqué, je suis lassé de l'existence, c'est pas, je suis pas malade, je suis lassé, ça a perdu du sens, j'arrive à le comprendre. Ça interroge ensuite la société sur la place de la personne dans le grand âge ou handicapée dans la société. Mais je respecte totalement ce que vous dites, moi j'arrive totalement à comprendre qu'une personne, par rapport à ses valeurs, considère que l'euthanasie, c'est la réponse qu'elle veut apporter, elle veut être maître de son destin jusqu'au bout. La vraie question qui se pose, c'est ensuite le recours à une équipe médicale et à une loi qui devient normative, qui devient prescriptive. Et c'est très intéressant de dire que le 3 août dernier, on a eu des décrets d'application. Souvent, il faut attendre des années pour avoir des décrets d'application. Et on a des procédures. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est des protocoles et des procédures quasiment indifférenciées. Et vous arrivez dans des services aujourd'hui, où vous dites, vous savez, il y a peut-être des questions... Mais non, c'est dans la loi. Je respecte la loi, la personne la demande, eh bien... oui, la loi et le grand danger, si vous allez à Auschwitz aujourd'hui, et ça m'a beaucoup frappé, on était aussi dans des procédures et dans des protocoles. Moi je dis c'est des cas particuliers, c'est pour ça que je suis contre la loi, et si demain un médecin, dans son intime conviction, après avoir discuté avec la personne malade et ses proches, considère que c'est l'acte d'euthanasie, alors on emploiera c'est-à-dire l'assistance au meurtre d'une certaine façon, même si le mot paraît un peu grossier, moi je ne suis pas du tout réfractaire dès lors que ça a été dans un consentement, dans un parcours, dans un cheminement affirmé. Mais à un moment donné, il faut ensuite, comme d'ailleurs ça se passe en Belgique, mais d'une manière un petit peu aléatoire, il y a des commissions de contrôle, c'est-à-dire a posteriori, on va déclarer, c'est-à-dire à un moment donné, on restitue à une commission de contrôle pour savoir si on a été ou pas dans les clous. Sans ça, on crée quand même des peurs, des violences, des incertitudes. Je pense que dans le milieu du soin, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Personne ne souhaite évidemment être euthanasié contre son gré. Et je pense que, très honnêtement tout de même, mais évidemment, c'est une question absolument fondamentale. Mais très honnêtement... Il y a la concrétisation des lois. Actuellement, la loi française tend malgré tout vers une liberté de choix qui n'existait pas précédemment. Alors, je suis d'accord, il ne faudrait pas que, au nom finalement d'une liberté de choix individuelle, on aboutisse à faire de l'euthanasie une norme. Je ne le souhaite pas, parce que, en effet, ça reviendrait à inverser la situation, et de mon point de vue, on n'aurait pas véritablement avancé. Mais je tiens tout de même à dire que notre objectif législatif doit être de rendre les gens véritablement autonomes face à la mort. Les patients et également les médecins. Ce que vous dites est juste, mais ce qui m'a beaucoup frappé, pour être vraiment attentif à ces questions, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, avec des personnalités remarquables. Henri Caillévet, enfin, vous avez cité aussi des personnes comme Schwarzenberg avec Changer la mort. C'est des gens qui ont participé de l'histoire des idées, et c'est important, la société a évolué. Et l'éthique, c'est pas d'être statique. C'est effectivement d'accompagner des évolutions, des mœurs, des comportements et des demandes des gens. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il y avait une critique de la médicalité de la fin de vie, notamment en réanimation. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est la surmédicalisation. C'est-à-dire la sédation profonde et continue, c'est une médicalisation de la mort. C'est pas une liberté au sens propre du terme. C'est le recours à des techniques extrêmement précises qui vont à un moment donné conduire à votre mort. Donc vous voyez, ce qui me frappe, c'est autant j'arrive à comprendre l'idée de la liberté, autant je suis extrêmement gêné que tout ça soit conditionné par des pratiques, par des procédures, par des protocoles, avec un codage de l'acte, avec une cohérence, mais se dire. Et donc on est dans quelque chose qui, pour moi, et c'est le danger, vise à une certaine forme de systématisation, donc de normativisation. Et puis un dernier point à prendre en compte quand vous allez sur le terrain, vous voyez très bien que même la sédation, je ne parle pas de la sédation profonde et continue, c'est extrêmement compliqué comme indication. Les professionnels qui pratiquent une sédation profonde et continue doivent l'ajuster pour trouver les bonnes proportions, le bon titrage au niveau des médicaments, etc., pour éviter effectivement de verser dans ce que la personne ne souhaitait pas, c'est-à-dire qu'on anticipe sa mort ou qu'on abrège trop rapidement son existence. Et là, on va être dans des protocoles assez systématisants. Et je le dis publiquement,
à des personnalités comme Jean Leonetti et Alain Claes, ils nous ont trompés. Ils nous ont trompés. On aurait dû avoir une loi sur l'euthanasie et une loi sur les soins palliatifs, comme au Luxembourg. C'est-à-dire qu'on aille au bout de la logique. Moi, ça ne m'aurait pas choqué. Je suis un démocrate. Il y a un débat, une concertation qui a commencé en 2012 et qui s'est arrêtée avec la loi du... Bon, qu'on nous dise, nous avons une loi sur l'euthanasie. Sur le terrain, les professionnels ne savent même plus comment se situer par rapport aux personnes malades et aux proches. On a besoin de clarté. Et les ambiguïtés, peut-être que c'est bon en politique, d'être dans le compromis, dans la compromission au quotidien, on voit ce que devient notre société en termes de démocratie. Dans le domaine de l'éthique, il faut de la clarté et de la responsabilité. Et je dis que c'était irresponsable d'avancer la sédation profonde et continue. Il fallait aller, et c'est ce que je dis dans mon ouvrage, jusqu'à l'euthanasie. Moi, ça ne m'aurait pas choqué. Au moins, les choses étaient claires. Est-ce que vous voulez l'euthanasie, madame, ou est-ce que vous voulez les soins palliatifs? En Belgique, 2002, on a la loi, c'est le pays qui est le mieux situé, il est au 5e rang au niveau des soins palliatifs, il faut le dire, beaucoup plus en avant finalement que la France. Donc le libre choix ne me choque pas, mais que ça se passe dans la transparence. Voilà. Nous sommes d'accord là-dessus, complètement d'accord. Moi, par contre, sur ce que vous avez dit, on pourrait être d'accord sur le principe, sauf que c'est complètement illusoire dans la réalité. À partir du moment déjà de la loi Leonetti, et je dois dire, je crois que la loi Leonetti est venue en fait mettre dans la loi ce qui se passait. En fait, depuis les années, on va dire 95-98, on a vu la pratique de l'euthanasie non choisie, si j'ose dire, se répandre dans les services. Évidemment, moi j'ai toujours souvenir de ces phrases d'infirmières qui disaient à l'étage au-dessus, je nommerai pas l'hôpital, il y avait un service d'hématologie, on a fait des lits cette nuit. On a fait des lits cette nuit. Et nous, ayant des frissons en entendant ça, alors évidemment, on faisait des Nicole, lits. qu'est-ce que ça voulait dire, on a fait des lits? Alors, ça veut dire qu'il y avait des enfants, puisque c'était en pédiatrie, il y avait des enfants qui étaient en fin de vie, en vraie fin de vie, je veux dire là, je ne vais pas mélanger avec toutes les fausses fins de vie, parce que ça sera aussi à discuter beaucoup. Qu'est-ce qu'on appelle fin de vie, c'est un sujet qu'il faudra peut-être débattre un peu. Mais c'était des enfants qui allaient peut-être mourir dans les 3 jours, dans les 8 jours, dans les 10 jours, mais on a décrété de pousser un peu la dose Nipnovel qui... Et oui, c'est la pratique... C'est évidemment inacceptable. Mais c'est la pratique courante. Et donc c'est une pratique à combattre, je n'ai aucun problème avec ça. Si je peux me permettre, le problème, c'est qu'à partir du moment où si vous c'est le cas, c'est normal de combattre ça. Vous savez, vous citiez tout à l'heure des médecins qui effectivement ont mis des seringues chez des personnes âgées souffrantes et puis qui finalement, plus ou moins, je ne sais plus s'il a été condamné, pas condamné, mais il y a eu beaucoup de gens pour le défendre quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que ça se passe comme ça à plein d'endroits. C'est une dérive conséquence de la même pas de la dépénalisation, si, la dépénalisation de l'acte. Je suis pas d'accord, je pense même alors de ce point de vue, je trouve que précisément une législation plus rigoureuse pourrait sans doute permettre d'éviter ce genre de situation, parce qu'il va de soi qu'on ne peut pas euthanasier quelqu'un sans l'accord de cette personne, et même de mon point de vue, sans l'aval de la famille. Alors, parce que je considère que l'euthanasie n'est pas un problème purement individuel. Qui décide de l'euthanasie? Et bon, dans le cas précis des enfants, qui est quand même pas ça devrait vraiment être que il me semble que ça doit être que le sujet concerné, donc déjà en matière d'enfants, ça devrait être exclu déjà, parce que... C'est juste, Nicole, je me pose la question, décider de ma mort, le mot décider, je ne sais pas s'il a une vraie signification. Bon, c'est plutôt la mort que la vie, donc ça m'interroge sur la vie. Mais aujourd'hui, dans la loi, on est resté sur la sédation profonde et continue, depuis la loi Leonetti, mais il y a eu la loi Kouchner, vous avez la personne de confiance, déjà, qui est une personne qui peut jouer un rôle important, de dire quelle était la position, si vous êtes en réanimation, de mon être cher. Voilà, c'était un lutteur, il aurait plutôt voulu... Donc on va restituer... Mais finalement, on ne peut jamais prévoir la situation précise dans laquelle on se trouve. Non, mais je suis d'accord, mais vous avez dans la loi, c'est pas aussi systématique qu'on pourrait le penser a priori, même s'il y a beaucoup de systématique. Donc vous avez la personne de confiance. Vous avez les directives anticipées. Maintenant, on a des textes extrêmement précis pour rédiger les directives anticipées. D'ailleurs, dans vos directives anticipées, vous pouvez aussi dire j'ai envie d'aller plus loin dans le combat. Vous se dire, on doit en prendre compte. C'est le cancérologue. Donc c'est comme un testament, entre guillemets, pour sa Le fin. cancérologue, peut-être que Nicole Delpine, elle peut le dire, peut-être qu'en pédiatrie, c'est peut-être pas la même chose. Il est beaucoup plus confronté à des gens qui ont envie de la chimiothérapie supplémentaire compassionnelle qu'on arrête tout. Je dirais que ce sont des paroles de bien portants, les directives anticipées. C'est ça la grande difficulté. C'est la grande difficulté. Et vous anticipez quoi dès lors que vous ne savez pas ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas anticiper une situation inimaginable. Voilà.
Donc vous voyez, en tous les cas, vous avez la possibilité d'en parler. Et moi, ce qui me semble important, alors il y avait la mission Sicard, c'est-à-dire le président de la République avait confié à Didier Sicard une réflexion, donc en juillet, qui aboutit au rapport que je conseille aux téléspectateurs de lire, qui est un rapport de décembre dernier sur la solidarité en fin de vie, etc. Et il dit la chose suivante, c'est que quand vous êtes sur des maladies au long cours, et on va être de plus en plus dans la chronicité, c'est pas au dernier moment qu'il faut commencer à évoquer ces questions. Et donc, vous avez des moments un petit peu charnières. Est-ce qu'on va plus loin dans tel type de traitement? Est-ce qu'on va plutôt du côté de l'expérimentation? Donc, le processus décisionnel, et c'est pas au dernier moment et d'une manière comme ça, avec le coup près qui tombe, ça s'anticipe. On dirait même que dans les réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie, on doit déjà anticiper la possibilité des soins de support et des soins palliatifs. Moi, ce qui me navre, d'abord, je trouve que notre discussion est intéressante parce que finalement, on partage, je pense, des points de vue assez complémentaires, pour ne pas dire convergents. Mais ce qui me navre, si vous voulez, c'est que sur des affaires très intimes et souvent très exceptionnelles, parce qu'un parcours de vie, c'est toujours individuel, c'est toujours complexe, c'est une histoire de vie qui s'est vécue, avec des gens qui ont pu être des résistants, qui ont pu avoir envie de vivre, enfin, c'est des psychologies, tout ça, c'est des éléments très subjectifs, et que la loi, d'une certaine manière, abrase toutes ces singularités. Et dernier point par rapport à ça, la définition de la fin de vie est très compliquée. Parce que, je vous donne juste l'exemple qu'on connaît bien, la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous êtes en fin de vie parce que vous n'êtes plus en capacité de relation, alors que vous pouvez avoir toute une vie intérieure qui échappe totalement à la relation? Est-ce que vous êtes en fin de vie à ce moment-là? Et vous avez évoqué dans votre chapeau d'introduction la Belgique, qui finalement a connu la première euthanasie pour un adolescent. Le débat aujourd'hui, puisqu'on a légiféré, c'est ouvrir la législation belge aux personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. On a 900 000 personnes en France atteintes de maladies d'Alzheimer ou de maladies associées. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes quand le jour où on dira que dans la loi, on peut considérer que ces personnes peuvent demander l'euthanasie? Quelle est la dignité d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer si demain on dit votre maladie, vous pouvez justifier une demande d'euthanasie? Voilà. Ça a l'air de rien. Regardez cette loi qui dit si vous arrêtez un traitement et que vous trouvez en situation finalement d'impasse thérapeutique, vous pourrez demander une sédation profonde et continue. On est dans quelque chose, pour moi, d'assez discutable et qui ouvre quand même la porte. Vous avez dit encore un encadrement parce qu'on a encore une morale sociale, mais une certaine forme de barbarie. Et on peut très vite évoluer dans la barbarie. Je ne pense pas que ce soit compatible avec ce que les soignants attendent. Et l'image du médecin aujourd'hui, stop ou encore, ça me choque beaucoup. J'attends pas que le médecin dise encore d'une manière acharnée, mais j'attends de la justesse et de la prudence. Là, on est devenu très imprudent. Et la démagogie, quand la démagogie envahit l'espace du Parlement, j'incite quand même les téléspectateurs à regarder tous les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale avant qu'on arrive au compromis du 2 février. C'est un compromis politique. C'est pas du tout la conviction des gens. Des parlementaires, des sénateurs ont dit vous devriez modifier la loi sur telle et telle. Aucune des demandes n'a été prise en compte pour permettre à cette loi d'être une loi, j'allais dire, dans la retenue. Là, on est dans une loi qui ne crée plus que la défiance et la suspicion. C'est pour ça que je trouve très contestable cette avancée. Alors, vous avez raison de revenir sur cela, mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé dans ce que Nicole a dit précédemment au sujet de faire ces lits. Visiblement, les parents n'étaient pas consultés dans ces affaires-là. Alors, qui prenait cette décision? Et puis, surtout, pourquoi? Pourquoi? C'est pour faire des lits, c'est simple. À Donc partir du moment, effectivement, on a fermé. Non, mais je crois qu'effectivement, la situation telle qu'on la vivait dans les années 80, où on avait une progression fantastique des nombres de guérisons et des qualités de soins qu'on pouvait donner, même aux enfants pour la pédiatrie, mais même aux adultes, en 1985, on guérissait 3/4 des enfants atteints de cancer et plus de 50% de la population adulte atteinte de cancer. Donc tous ces gens-là, ils avaient le droit à vivre et on était dans le progrès. Donc quand se posait effectivement le problème d'un éventuel soulagement d'un enfant ou d'un adulte qui demandait à partir un peu plus vite, ça se posait à l'état d'exception et chaque médecin pouvait le régler de façon singulière. Alors déjà, il était important, et on a vu les premières dérives signalées par des collègues, de ne pas dire, celui-là, vas-y, il n'en peut plus, je passe la seringue. Et de dire à l'infirmière de le faire, qui repartait après ça chez elle. Donc le c'était soir. les infirmières qui faisaient ça? Non.
il y a eu beaucoup de médecins, enfin d'infirmières, plus exactement de personnel, qui ont témoigné que dans la clinique Intel ou dans le service Intel de l'hôpital public, c'est pareil, il n'y a pas de différence dans ma tête. La décision se prenait et puis qu'on la faisait appliquer à l'infirmière qui se trouvait là. Donc ça, c'est déjà inadmissible. C'est vraiment le colloque singulier. Moi, je disais toujours à l'époque, on risque 30 ans de prison, et ben on les risque. Si on veut aider un patient parce qu'on l'aime, parce qu'on s'y est attaché, comme vous avez dit, c'est une relation longue. Juste, Nicole, une évolution quand même qui est importante. Quand vous discutez avec d'anciens médecins, notamment cancérologues, l'euthanasie était la seule possibilité qu'on avait très souvent pour mettre fin à des douleurs réfractaires à tout traitement, et ça a été une réponse qui a été apportée. Rappelez-vous de l'article du père Patrick Verspieren dans Études en 1984 qui était sur les pentes de l'euthanasie. On est au début des soins palliatifs en France. Donc l'euthanasie a été une pratique courante, j'allais dire routinière, face aux douleurs réfractaires. Ensuite, il y a eu toute l'évolution dans la lutte contre la douleur. Il y a eu la position aussi kuchnérienne, vous avez le droit de ne pas souffrir. Alors, il y a la douleur physique et puis il y a la douleur morale. Et je crois que c'est vraiment un enjeu de fond. C'est-à-dire, quand vous regardez d'une manière un petit peu transversale tout le débat sur la fin de vie, la question de la souffrance est une question importante. Alors, vous avez la maîtrise, d'un côté, donc la liberté, l'autonomie, et d'autre part la souffrance. Et ce qu'appréhendent le plus les gens, c'est de perdre en dignité parce que la souffrance est une amputation de ce que l'on est en tant que personne. Donc la vraie question, c'est la compétence aussi des professionnels. Tout à l'heure, vous avez évoqué, il se fait que moi j'ai accompagné pendant quelques années, j'allais dans le service de Lucien Israël, donc à Vicenne, parce que pour moi c'était quelqu'un qui incarnait aussi une réflexion un petit peu transgressive par rapport, en tous les cas il posait publiquement ces questions-là. Et moi ce que j'observe, c'est que dans ces situations, d'abord il y avait le rapport singulier avec une personne, le médecin savait ce qu'il devait faire, pas ce qu'il pouvait faire de ce qu'il devait faire au niveau de ses valeurs, et il arrivait au bon équilibre aussi à trouver entre la lutte contre la douleur et le soutien de la personne dans son parcours face à la souffrance. Et je pense qu'on doit retenir dans notre réflexion sur l'euthanasie la question de la souffrance. Alors ça vous paraîtra un petit peu suspect de la part de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de religieux, mais à ces époques où il y avait l'euthanasie, la compassion, il y avait aussi toute cette culture du dolorisme et de la catharsis, hein, ça a été évoqué notamment par l'Église, où la souffrance avait un sens quasiment métaphysique, christique. Bien. On a été, notre univers symbolique s'est dépeuplé de tout ça. Donc aujourd'hui, les gens n'acceptent plus de souffrir. Je crois que c'est un élément à prendre en compte. Et souffrir de la pensée de la mort est devenu quelque chose d'insupportable quand il n'y a plus de vision de l'au-delà. C'est tous ces éléments aussi qu'il faut prendre en compte, à la fois anthropologique, religieux, spirituel, etc., dans notre analyse du phénomène demande de l'euthanasie. Thibaut Isabelle, on arrive à la fin de cette émission. Si vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Oui, moi je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a le rapport à la souffrance, il y a le rapport à la maîtrise de sa propre mort. Aujourd'hui, la surmédicalisation de la vie humaine fait que nous vivons de plus en plus longtemps. On peut s'en réjouir, mais en un certain sens, et même au sens strict, c'est presque contre nature, parce que nous vivons beaucoup plus que nous ne vivrions à l'état naturel du fait des technologies médicales. Cela implique non seulement que nous vivions très longtemps, mais cela implique aussi que nous mourions dans un contexte médicalisé et donc institutionnel et technologique. Cette situation est une situation artificielle. En réalité, les contemporains, ça n'était pas vrai par le passé, sont amenés à mourir dans un contexte qui est au sens strict contre nature, ce qui ne veut pas dire négatif. Mais je crois que du coup, nous devons repenser ce contexte de mort qui pose des problématiques qui n'existaient pas par le passé. Et je crois qu'aujourd'hui, précisément, le fait d'autoriser les personnes qui souhaitent mourir en ayant le contrôle de leur mort, que ce soit pour éviter la souffrance, mais aussi, par exemple, pour éviter la démence, je crois que ces choses-là doivent être appréhendées, qu'il faut reconnaître davantage le droit au suicide, et donc aussi le droit à se suicider, même dans un contexte où on n'a pas les moyens de le faire. C'est ce qu'on a théorisé sous le terme de suicide assisté, auquel je suis même encore plus favorable qu'à l'euthanasie, alors qu'en général les gens défendent plutôt l'euthanasie contre le suicide assisté. Moi je pense que le suicide assisté respecte l'autonomie de la personne, tout en demandant à des personnes consentantes, les personnes ne le sont pas forcément, de l'aider à se suicider dans un contexte où la personne n'a plus la maîtrise de sa mort. Je pense que ce sont des données à réenvisager, et pour envisager aussi leur caractère naturel, parce que, encore une fois, il ne faudrait pas que la surmédicalisation de la vie et donc de la mort devienne une nouvelle norme dans nos sociétés et donc nous impose notre manière de vivre et de mourir.
Nicole, juste avant, je vais vous laisser la conclusion. On va regarder les 2 témoignages de 2 personnes qui ont été confrontées directement à l'euthanasie d'un proche. Et on va revenir après sur vous pour que vous nous en disiez quelques mots. Alors Patricia, il y a 2 ans, vous recevez un coup de téléphone. C'est votre maman qui a eu un accident, votre maman de 77 ans. Elle est transférée d'urgence à l'hôpital. À ce moment-là, quelle est l'attitude des médecins et quelle est votre attitude ? Alors l'attitude des médecins, du premier médecin donc urgentiste, a été une attitude très positive pour moi parce qu'en fait, il m'a exposé la situation clairement, en me disant que la vie de maman était entre la vie et la mort et que son cas était extrêmement grave puisque suite à la chute, elle était donc avec un énorme hématome cérébral. Ils avaient décidé donc de la sédater, donc de la mettre dans le coma, parce que ce n'était pas le cas. Elle était encore, elle réagissait encore, voilà. Donc elle est placée en coma artificiel. Oui, elle est placée en coma artificiel pour limiter en fait l'hémorragie cérébrale, pour arrêter en fait effectivement que le cerveau continue à travailler et donc le saignement s'épanche sur la totalité. Et en même temps, il m'apprend qu'elle va être donc transférée par hélicoptère dans un service de réanimation cérébrale dans un hôpital à Tours. Et elle sera prise en charge là-bas. Donc dès le lendemain, je me suis présentée à Tours. Quelques jours après, on m'a présenté donc un autre médecin qui là définitivement s'occupait du dossier de maman. Et là, je dois dire que je me suis retrouvée face à un médecin autre, avec un autre comportement. Une attitude complètement différente. Et donc ce médecin m'a donc présenté les choses en me disant que maman était entre la vie et la mort, que c'était très grave. Et assez rapidement, il m'a dit, mais voilà, il va peut-être falloir penser. J'ai dit penser à quoi ? Et il me dit, mais moi je pense que votre mère ne se réveillera pas, ou alors elle sera dans une situation effectivement très critique et elle pourra peut-être passer sa vie avec une trachéo toute sa vie dans un centre. Il faudra prendre une décision. Alors certes, je ne la prendrai pas tout seul parce que je suis le médecin qui suit le dossier, mais nous sommes une équipe, il y a un chef de service, donc on parle du cas, on en informe la famille. Je dis oui, et je lui dis mais et ça se passe comment ? Il me dit mais voilà, on injecte et puis tout doucement la personne s'endort et le cœur s'arrête et puis voilà. Et donc là je lui ai dit mais non, par 2 fois je lui ai dit non. Et donc là, il a commencé un petit peu plus à s'énerver en me disant « mais vous mettez en doute mes capacités professionnelles ». Et je lui ai dit « non, je ne mets pas en doute vos capacités professionnelles, vous êtes médecin, je ne le suis pas ». Mais par contre, ce que je trouve, c'est que vous oubliez d'autres critères, notamment la force de vie du malade, de la personne. Et donc, quand maman, un matin, j'appelle l'hôpital comme tous les matins, et là, j'apprends que maman avait ouvert les yeux. Donc, elle s'était donc réveillée. Au bout de 15 jours, en fait, par rapport à la sédation. Donc l'hôpital ne m'avait même pas prévenue. Donc j'apprends sur le tas que maman s'est réveillée. Donc je dis « Ah bon, mais est-ce qu'elle a parlé ? Est-ce que... » Voilà. Elle dit « Non, pour le moment, elle n'a pas parlé parce qu'elle avait encore... elle était donc intubée. » Et là, j'ai donc eu le médecin au téléphone. Je dis, vous voyez, ma maman s'est réveillée. Oui, mais enfin, vous savez, ça ne veut rien dire. Il faut voir. Parce que maintenant, on ne sait pas, quand on va l'extuber, si elle va pouvoir respirer toute seule, si son cœur va tenir. Je ne comprendrai jamais pourquoi ce médecin avait cette attitude de me dire, de toute façon, votre maman, moi, je ne la réanimerai pas. Voilà, je vous le dis, je ne la réanimerai pas. Soit elle arrive à respirer toute seule, soit de toute façon, je ne la réanimerai pas. Elle s'est réveillée de plus en plus, pas suffisamment pour lui, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait une chronologie. Mais en tout cas, elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, elle a commencé à bouger. Et là, ils ont pris la décision, vu qu'elle respirait bien, que de toute façon, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, eh bien, de la reconduire, donc de la remettre à l'hôpital où elle était précédemment. Mais je dois dire que ce médecin a été violent. Pour moi, c'était très violent. Je l'ai ressenti comme tel. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce genre de comportement. Si je l'avais écouté, j'aurais tué ma mère.
Et ça aurait été très difficile à supporter. Hein. Et je dois dire que aussi, c'est parce que la famille, nous avons été très présents. Et je pense que c'est un élément essentiel dans ces cas-là, c'est d'être très présent. Voilà, de ne pas mettre en doute quand même les facultés du médecin, mais d'essayer de le faire comprendre qu'il y a autre chose que la médecine, que leur réalité, que leurs règles, et qu'il faut faire un peu plus attention à tout cela parce que y a d'autres éléments importants. C'est donc un des hôpitaux du Sud-Ouest qui a décidé à un certain stade de l'état de Léni, donc effectivement de le mettre en soins palliatifs puisqu'il n'y avait aucune chance. Et je me répète, on a donc refusé de le laisser partir alors qu'il était en pleine forme, apparemment en tout cas. Donc nous on voulait se battre encore et on ne pouvait pas comprendre qu'il puisse ne plus y avoir de proposition, plus de traitement. La maladie s'est développée puisqu'il était sans soins, on ne savait plus quoi faire puisqu'il nous proposait du palliatif seulement, donc pour l'accompagner jusqu'à la mort. Donc il a été sans soins pendant plusieurs mois, où de notre côté on a essayé de faire des soins comme on pouvait, des soins naturels. De toute façon on n'avait rien d'autre de proposer, donc on a essayé de faire quelque chose quand même. Et puis bien sûr sans chimio la maladie s'est développée. Jusqu'à un certain jour, on est donc arrivé en urgence dans un de ces hôpitaux du Sud-Ouest qui nous surveillaient, entre guillemets, qui nous suivaient, pardon. Et donc Léni est arrivé dans un mauvais état, il avait du mal à respirer, donc on voyait très bien qu'il était mal. Et donc à ce moment-là, j'ai été reçu donc, par le médecin du service pédiatrique qui m'a expliqué que c'était très grave et qu'il allait donc décéder dans l'après-midi. Alors en fait, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur pourquoi il me disait ça comme ça, pourquoi on n'essayait pas quelque chose. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai, j'ai donc dit au médecin qu'est-ce qu'on fait si on veut que ça aille plus vite. Alors c'était hors de question pour moi. Et donc il m'a dit écoutez, dans ces cas-là, on augmentera les doses de morphine. Il dit j'ai déjà anticipé les réglages depuis ce matin, il devrait partir dans l'après-midi. Voilà. Alors en plus de ça, un personnage fort sympathique qui m'avait dit en plus de ça, votre fils, il l'a comparé à un bateau qui coulait en me disant qu'on bouchait les trous en faisant des transfusions, que ça ne pourrait pas durer éternellement et qu'il ne me cachait pas que ça avait un certain coût aussi. Voilà, donc un truc vachement agréable. On a gardé notre sang-froid. Nous, ce qu'on voulait, c'était sortir mon fils de cet hôpital pour déjà pour pas qu'on l'euthanasie, tout simplement, même si c'est interdit, soi-disant. Et donc, on a gardé notre sang-froid et on a expliqué au médecin qu'on voulait que notre fils meure à la maison, puisqu'en théorie, il était intransportable. Mais bon, on savait bien qu'en demandant au moins cette dernière faveur, ils n'allaient pas pouvoir nous la refuser. Donc ils ont fait un effort, ils nous ont autorisé à emmener mon fils à la maison. Donc je résume, en arrivant à la maison, bien sûr, la première chose que j'ai fait, j'ai arraché les fils qui étaient en train de tuer mon fils, hein, les perfusions en fait, pardon. Et donc au dernier moment, alors je sais pas si c'est le hasard ou pas, hein, on a rencontré quelqu'un qui m'a parlé du docteur de l'Épine et qui elle se battait jusqu'au bout, tout simplement tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il fallait tout tenter. Écoutez, merci en tout cas de cet échange. Effectivement, comme on le disait au début, c'est vraiment un sujet qui mériterait des heures de discussion intéressantes. Moi, je crois que, on peut conclure suicide assisté, pourquoi pas, mais pas par les médecins. Je crois qu'il faut absolument, dans une société où on est dans les déserts médicaux pour des tas de raisons à évoquer un autre jour, il n'est pas concevable que des personnes âgées, en particulier ou très souffrantes, moins âgées, n'osent plus aller à l'hôpital parce qu'elles ont peur du regard médical. Et elles ont peur de ne pas en sortir. Or ça, c'est une expérience régulière de personnes qui ne veulent plus aller à l'hôpital, particulièrement les personnes très âgées, parce qu'elles ont peur qu'en gros, on les euthanasie. Hein, disons-le d'une façon ou d'une autre, et malheureusement... Mais c'est une crainte fondée ou c'est... Je pense que c'est une crainte fondée dans certains endroits. D'ailleurs, on a pas mal de témoignages de familles qui vous disent « Je comprends pas, j'ai amené ma mère à l'hôpital pour un petit truc, on m'a dit oh, laissez-la la nuit, ça va vous reposer. » Je dis pas c'est des gens bien portants. Mais voilà, donc ça c'est impossible. Moi, il me semble qu'en tant que médecin, il me semble impossible qu'un malade me regarde en se disant est-ce que finalement il va accélérer ma mort ou il va m'aider à vivre. Et ça, je crois que rien pour ça, fallait pas de loi, quoi. Après, encore une fois, ça n'empêche pas qu'un colote singulier d'un malade avec lequel vous avez établi des liens forts, vous l'aidiez, quitte à prendre un risque médico-légal. Mais ce risque médico-légal, s'il n'existe plus, notre société est en train de dégénérer. C'est mon avis. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents avec nous. Merci Monsieur Hirsch, merci Thibaut Isabelle, merci Nicole. Merci comme d'habitude. À tous les trois. Et merci en particulier à Monsieur Hirsch d'être venu, parce que ça fait très longtemps que
j'avais envie de discuter avec vous de ce genre de sujet. Le plaisir à partager. Merci de ce que vous avez fait, de ce que vous faites et de ce débat qui est un débat que chacun doit avoir aussi au sein de sa famille. Bien sûr. C'est pas des mauvaises questions et il n'y a pas de vraie réponse. Absolument. Merci beaucoup.